Diagne, il est le porte-parole du ministère de l'Éducation nationale. Il est aussi le directeur de la formation et de la communication du dit ministère. Sur le plan politique, il est le président de Synergie républicaine et coordonnateur national de Macky 2012. Mohamed Diagne, bonjour. Mais bonjour Pierre, bonjour à tous les téléspectateurs et toutes les téléspectatrices de Walf. Et c'est un plaisir toujours de partager avec vous en plateau. Un plaisir toujours partagé. Alors, l'information qui touche l'école directement, c'est cette révélation du secrétaire général du CUSEMS, Abdoulaye Ndoye, qui dit qu'il y a eu 20 enseignants qui sont morts du Covid. Est-ce qu'à votre niveau au ministère, vous avez des informations qui corroborent cette révélation supposée ou réelle? Oui, nous suivons la pandémie à l'école depuis le début. C'est-à-dire en mars 2016. À ce jour, il nous a été signalé un seul cas de décès, un enseignant, un directeur d'école qui vivait avec une comorbidité et qui est décédé à Toubatoul. À part ce cas-là, aucun autre cas n'a été signalé. Sinon, simplement, des enseignants qui ont été contaminés, ça et là. C'est dit simplement. Où est-ce qu'on est allé tirer ces 20 alors? Cette déclaration n'est fondée sur rien du tout et je ne crois pas que puisse le prouver. Et à supposer même qu'il y ait 20 décès d'enseignants et qu'il lui a dit que ces enseignants ont été contaminés à l'école. Nous avons des rapports sur lesquels donc on peut se baser pour dire que la plupart des cas de contamination proviennent des maisons. Des enseignants ou des élèves qui ont été contaminés. Oui, mais peu importe le lieu où ils ont contracté cette maladie. Oui, mais ils ont fréquenté l'école et ils ont été en contact avec des élèves. Mais oui, d'autant plus, il n'y a pas de 20 décès confirmés. Et ça, vraiment, ce n'est pas vérifié, ce que je veux dire. Parce que nous travaillons avec le ministère de la Santé, nous travaillons avec les chefs de district au niveau des régions. Alors, il ne nous a jamais été donné de relever qu'il y a 20 cas de décès. Vraiment, c'est une affabulation simplement destinée à jeter la panique chez les enseignants qui, je le rappelle, sont restés patriotiques, stoïques à la limite même, et sont restés avec leur dignité en tentant d'affronter la maladie, le virus, à l'école et en déroulant correctement les enseignements apprentissages. Vraiment, ce n'est pas le moment de les décourager, ce n'est pas le moment de leur dire que le gouvernement leur cache des choses. Le gouvernement ne cache rien du tout. S'il y a décès d'enseignants ou d'élèves, certainement, ce n'est pas M. Ndoye qui aurait informé les populations, oui, mais c'est plutôt... Il a révélé le poteau rose, peut-être on l'a caché. Non, je vous dis, on ne cache rien du tout. C'est des choses qu'on ne peut pas cacher. C'est des choses qu'on ne peut pas cacher. Parce qu'il y a tellement... Curieusement, c'est le seul syndicat qui a fait cette révélation. Encore une fois, vraiment, ce n'est fondé sur rien du tout. Et parce que je ne crois pas qu'il ait fait une enquête ou une étude qui ait montré qu'il y a 20 décès d'enseignants. 20 décès d'enseignants, ça ne passe pas inaperçu. En tout cas, il y a 4 millions d'élèves qui se rendent tous les matins à l'école. À côté, il y a eu 97 000 enseignants dans un contexte de montée en flèche des cas de contamination. Ça, c'est une bombe à fragmentation. Mais non. Contrairement aux idées reçues, il est prouvé que la contamination à l'école n'est pas chose facile. Il est aussi prouvé que même les élèves dont on parle là, ils ne peuvent pas contaminer facilement leurs parents. Vraiment, ça, c'est des idées reçues. Ça fait des mois que nous fréquentons l'école, comme vous l'avez indiqué, 4 millions d'élèves, 97 000 enseignants. Si la bombe s'était déclenchée, aujourd'hui, on n'aurait pas parlé de 400 cas, on aurait parlé de milliers et des milliers de cas. Même la France, qui a plus de 80 000 morts, n'a pas fermé ses écoles. Donc c'est des idées reçues qui veulent nous pousser à fermer l'école, mais vraiment c'est peine perdue, on ne fermera pas. Ce n'est pas à l'ordre du jour, il n'est pas envisageable de fermer encore l'école. Mais absolument, ça ne sert à rien, parce que l'année dernière nous avons fermé l'école, on était à 27 cas, le 16 mars 2020. Au 25 juin 2020, nous avons rouvert notre école, on était à 3730 cas. Donc, la fermeture des écoles n'a pas empêché le virus de monter en puissance. C'est pourquoi je vous dis que c'est des idées reçues. L'école va rester debout. Je pense qu'il y a... Et puis, il y a le vaccin qui arrive. Je pense que si le gouvernement
sur l'instruction du chef de l'État, fait toutes les diligences nécessaires et que les populations soient vaccinées, évidemment, nous serons hors des griffes de la Covid. Alors, certains syndicalistes vous reprochent de n'avoir pas profité de ce break de 8 jours après les compositions du premier semestre pour renforcer le protocole sanitaire. Que leur répondez-vous? Avant le break, le protocole a été renforcé, puisque le ministre Moutala a mis à la disposition des écoles et des établissements 1,58 milliard pour acheter du matériel de protection, gel, masques et autres. Alors, ensuite de cela, 5 millions de masques ont été distribués encore aux écoles pour renforcer le dispositif. Où sont ces masques, Mohamed Diagne? Mais c'est avec les élèves. Avec les élèves. Bon, malheureusement, il y a beaucoup de syndicalistes qui ne fréquentent même pas les écoles. Moi, constamment, nous faisons le tour des écoles. Évidemment, il nous arrive même nous-mêmes d'aller aider des écoles pour compléter ceci, compléter cela. Mais il faut aussi comprendre que l'achat de masques ne relève pas simplement du gouvernement. Les parents ne sont pas dédouanés. Ils ne peuvent pas faire l'économie d'acheter des masques à leurs enfants. Parce que c'est de leur responsabilité. Le gouvernement achète des masques, les collectivités territoriales achètent des masques, mais les masques, ça se gâte. C'est des masques là-bas, mais ça se gâte, ça se perd, surtout avec les enfants. Donc, ça coûte 100 francs, la boîte coûte 2500 francs. Les parents donc doivent comprendre qu'ils doivent s'assurer que chaque jour, les élèves sortent avec leurs masques. Et pourquoi le protocole sanitaire tarde à être effectif dans plusieurs établissements scolaires? Le protocole est effectif. Ce qu'il y a, de temps en temps... C'est pas le constat qu'on fait nos reporters. Non, de temps en temps, il y a relâchement. Et puis, il faut convenir avec moi qu'on ne doit pas porter un masque 24 heures sur 24. Encore que ce n'est pas l'habitude chez les enfants. Parce qu'au primaire, nous avons encore des enfants, au moins secondaire, etc. Donc les élèves, le ministre a demandé aux IA, aux IEF, aux directeurs d'école, aux chefs d'établissement qui sont en contact direct avec les élèves d'accélérer la surveillance afin que les élèves portent constamment leur masque, surtout en classe ou donc dans les cours de récréation. Mais vraiment, il y a eu des moments de relâchement, mais depuis qu'on a repris quand même, donc on a mis le paquet et le protocole est mieux respecté. Mais cela requiert évidemment un suivi quotidien par les autorités directes qui sont en contact direct avec les élèves. Alors, il y a les sections QSEMS et SAEMS de la région de Dakar qui en sont à leur 7e plan d'action de grève. Pour réclamer le paiement des indemnités du BAC et du BFM. Qu'attend le gouvernement pour les aider à entrer dans leur fonds? Ce qu'il faut comprendre, c'est que le paiement de ces indemnités a été impacté par la Covid. Puisque les examens... les examens se tenaient au mois de juillet. 2 mois et demi après, c'est-à-dire le 30 novembre, on doit payer toutes les indemnités. Mais cette fois-ci, c'est au mois de septembre que les examens se sont tenus, surtout pour le BAC. Parce que pour le BFM, il n'y a pas de problème. Mais surtout c'est le BAC qui pose problème. Et je rappelle que le BAC est organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur à travers l'office du BAC. Ce n'est pas un examen que le ministère de l'Éducation nationale organise. Mais le BFM vous incombe, vous? Mais bien sûr, mais le BFM, il n'y a pas de problème. Le BFM, généralement, je sais que généralement, tout le monde... Il y a également les examens et concours. Oui, c'est ça que j'ai dit. C'est le BFM, c'est le CFA. Mais là, nous n'avons pas de problème à ce niveau. Le problème, c'est le BAC. Bon, avant que les enseignants partent, ils reçoivent une avance, ça c'est clair. Maintenant, c'est le reliquat qu'ils demandent. La plupart des académies ont payé. On a des difficultés au niveau de Dakar, des académies de Dakar. Ça, on le reconnaît. Mais ça, c'est dû à quoi? C'est entre le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère des Finances. Donc jusqu'à hier, le ministre Tala était en train d'arrondir les angles avec les 2 ministères pour que les enseignants puissent entrer dans leur dû. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque année, ces indemnités connaissent des retards de paiement chaque année. C'est ce qui n'est pas normal. Non, mais c'est tout. Oui, d'accord, je suis d'accord. Mais encore une fois, je vous ai dit que c'est normal. Les délais ont été un peu impactés par la tenue tardive des examens au mois de septembre. Et il y a une procédure, puisqu'il y a des états, lorsque l'enseignant se déplace, il dépose des feuilles de déplacement, ensuite on doit laisser tout cela, l'établir avant d'établir les états. Parfois, il y a des omissions. Parfois même, il y a des enseignants qui tardent à déposer leur dossier. Tout cela fait que nous connaissons des retards de paiement. Mais
on finit toujours par payer des indemnités. Et pour des indemnités, il n'est point besoin, à mon avis, de bloquer ou de tenter de bloquer le système. Mais que faites-vous des directives présidentielles? Il y a de cela environ un mois, le président en Conseil des ministres a demandé à tous les ministères impliqués de faire le nécessaire pour payer ces indemnités-là. Non, nous avons assuré toutes les diligences nécessaires. Mais il faut comprendre que c'est une gestion transversale. Le ministère de l'Éducation nationale ou celui de l'enseignement supérieur ne gère pas l'argent du pays. Donc c'est au niveau du ministère des Finances parfois qu'il y a peut-être des difficultés liées à des tensions de trésorerie. Je ne saurais trop dire, mais en tout état de cause, vraiment toutes les diligences sont apportées pour que les enseignants puissent entrer dans leur fonds. En plus, il y a cette polémique sur cette commission paritaire d'avancement. Les enseignants montent très souvent, en tout cas sur nos plateaux ici, ils montent au créneau pour dénoncer ce laxisme et cette non sérieux dans la prise en charge des dossiers des enseignants. Ils soupçonnent même le gouvernement de jouer avec la carrière des enseignants. Que leur répondez-vous? Comment est-ce que le gouvernement peut jouer avec la carrière des enseignants? Les commissions paritaires se réunissent simplement pour statuer sur les cas d'avancement des enseignants. Donc les enseignants, à travers le G7, sont représentés là-bas. Mais c'est dans ce qu'il faut comprendre, il y a des syndicats qui ne peuvent plus être là-bas, puisque c'est les élections de représentativité. Donc ce sont les enseignants qui ont décidé de leur porte-parole. Leur porte-parole, c'est le G7. Le gouvernement n'a rien à voir là-dessus. S'il veut s'en prendre à quelqu'un, qu'il s'en prenne aux enseignants. Donc on se statue pour statuer, on se regroupe souvent pour chaque année pour décider en commission de l'avancement des enseignants. Mais moi, je ne trouve pas de problème. En tout cas, les dossiers qui leur parviennent sont traités et les établissements et les avancements sont établis avec la plus grande transparence parce que leurs représentants sont là-bas. Vraiment, parfois aussi, on veut créer des problèmes là où ça n'existe pas. Alors, nous terminons ce volet éducation par cette disparition de cet enseignant, Djimba Ndiaye, dans la région de Kolda, à 70 km de Médina Yoro Foulah, disparu depuis le 10 février dernier. Le ministère de l'Éducation a-t-il été saisi de cette affaire? Oui, c'est un enseignant malheureusement que nous recherchons, puisque il est venu à son lieu de travail, son école. Ensuite, il a préparé même le terrain pour l'éducation physique. Ensuite, il est parti en laissant ses bagages. Bon, maintenant, on n'avait aucune information. C'était un professeur de PS. Oui, le gouverneur de la région de Kolda, le préfet de Médina Yoro Foulah, l'IA, l'inspecteur d'académie, sont en train de tout mettre en œuvre et de développer toutes les énergies, de mobiliser toutes les énergies pour le retrouver. Donc on est à presque 1 kilomètre de la Gambie. Donc toutes les populations sont mobilisées et vraiment nous espérons le retrouver sain et sauf. Comme nous avons retrouvé déjà Diarisso. Voilà. Depuis plus d'1 mois porté disparu, ça devient inquiétant. Hein? Oui, c'est ça aussi le problème. C'est ça le problème, parce que il n'est pas parfois facile de retrouver quelqu'un qui, je ne sais pas, volontairement ou involontairement a disparu sans laisser de traces, sans laisser d'informations. D'autant plus que personne ne s'attendait justement à ce qu'il disparaisse. Parce que justement, les disparitions ne se signalent pas à l'avance. Sinon, l'État aurait pris ses dispositions. En tout état de cause, le ministère invite tous les enseignants vraiment à rester prudents, surtout ceux qui sont à l'intérieur du pays, à rester très prudents et véritablement à donner des informations lorsqu'ils doivent se déplacer quelque part. Mohamed Diagne, je vais à présent interpeller votre casquette d'homme politique, de président de parti et de coordonnateur de Macky 2012. L'actualité, c'est cette affaire dite de Souet Boti, ou bien même affaire Ousmane Sonko. Alors, cette affaire, est-ce qu'elle vous parle? Oui, il y a deux choses. Il y a beaucoup de passion autour du dossier, comme je l'ai indiqué ailleurs. Mais ici, il ne s'agit pas de l'État contre un citoyen. C'est deux citoyens qui se sont retrouvés quelque part, qui ont des difficultés. Et cela surprend le Sénégal entier que Ousmane Sonko, quand même, avec des penchants religieux très à ce fois sur la vertu, les principes qu'on retrouve dans de tels endroits. Évidemment, il a parlé de thérapie, mais tout le monde sait que personne
ne peut comprendre qu'Ousmane Sonko s'enferme à 22h avec une fille ou deux filles pour parler de thérapie. Ah oui? Ah oui, c'est ça qui s'est passé. Parce que vous en êtes sûr? C'est ça qui s'est passé. Lui-même, il ne le nie pas. Lorsqu'on lui parle d'une fille, il parle de ses deux filles, etc. Je dis que ça surprend et le PASTEF et tous les Sénégalais. Parce que quand même, personne ne s'imaginait que Ousmane pouvait donc faire de telles Quelqu'un qui se lève pour aller se soigner, c'est surprenant. Non, j'ai dit que, d'ailleurs, ce n'est pas un lieu où on se soigne. Ensuite, personne ne comprend qu'en période de couvre-feu, à 22h, non accompagné, donc seul, qu'il puisse aller s'enfermer avec une fille. Il est député, il a l'autorisation de circuler. Non, d'accord. Mais même lorsque vous devez circuler parce que vous êtes réellement malade, parce que vous allez fréquenter un hôpital ou un dispensaire ou un lieu où on donne des soins. Mais tout le monde, on n'est pas dupe. Les explications qu'il a fournies, évidemment, laissent tout le monde très étonné et hagard. Je crois que ça, c'est c'est son droit de fréquenter là où il veut. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? En principe, c'est une affaire privée alors. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Mais là, elle prend des dimensions d'une affaire d'État. C'est ça, qu'est-ce qui s'est passé? Dans la chambre, ou dans la cabine, ça, c'est Dieu, Ousmane Sonko et la fille qui savent. Et peut-être la science après. Après, le tribunal va le dire. Et je pense que ce qui s'avance dans ce terrain-là, c'est un terrain très glissant. Laissons le tribunal décider de ce qui va se faire. Maintenant, il ne faudrait pas aussi qu'on continue à dénigrer la justice. Personne n'a fait des études. Parce qu'à chaque fois qu'on doit juger la justice, mais on se base sur des procès de politique. Mais si vous allez dans les tribunaux, c'est des citoyens qu'on juge tous les jours. Tous les jours. Oui, parce que ce sont les procès politiques qui sont les plus médiatisés. C'est ça que j'ai dit. C'est pas à partir de 2-3 procès, Khalifa Sall, Karim Wade, peut-être Deme Sonko, qu'on va dire que la justice là est inéquitable. Et les autres citoyens là. Beaucoup de Sénégalais croupissent en prison à tort. Hein? Non, ça, je ne saurais dire. Dans tous les cas, je dis que sur des milliers et des milliers de dossiers, c'est à partir de 3-4 dossiers qu'on peut évaluer la justice. Nous tous, nous sommes rendus au tribunal, on a reçu un très bon jugement. Ça aussi, on l'oublie. Ça, vraiment, il ne faut pas que les Sénégalais, quand même, aient une mauvaise présomption de la justice. Ça, ce n'est pas bon. Maintenant, Ousmane Sonko bénéficie de sa présomption d'innocence. Il n'a qu'à aller répondre. Et puis donc, argument contre argument, il est clair que le juge, dans son intime conviction, en fonction du droit, nous dira qui a tort ou qui a raison. Et lui, il a pointé Macky Sall, il dit que c'est lui qui est responsable de cette situation. Je ne crois pas que Macky Sall a envoyé une délégation pour le forcer à aller à un salon de massage. Et c'est un client là-bas. C'est un client, il est très régulier là-bas. C'est pas Macky Sall qui l'a forcé à faire cela. Je pense que ça, vraiment, c'est de Vous voulez profiter de cette situation pour achever tout simplement son adversaire gênant? Ousmane Sonko a fait une grave erreur parce qu'il aurait dû étouffer ce problème-là. Je ne sais pas pourquoi, mais un homme politique doit éviter les histoires de femmes, de pédophilie ou d'homosexualité. Ici, vous le faites au Sénégal, vous vous êtes tiré une balle et je ne crois pas que vous puissiez vous en relever. Sur l'affaire des 94 milliards, on connaît tous votre position pour l'éclatement de la vérité. Un bonjour, patatras, le doyen des juges qui classe cette affaire sans suite. Et c'est désolant. Je peux comprendre, oui, qu'on nous dise que Ousmane Sonko ne peut pas porter plainte à la place de l'agence judiciaire de l'État. Mais on oublie que Mamour Diallo, qui a été diffamé, a porté plainte. Et les Sénégalais... Et d'ailleurs, j'appelle Ousmane Sonko, vraiment, je l'invite à nous donner les numéros de compte par lesquels l'argent du Sénégal a transité. Il va le faire devant le tribunal. Non, vraiment, qu'il le fasse. Et je crois qu'un procès de 94 milliards doit se tenir. On ne doit pas passer par perte et profit. Parce que ça, c'est trop grave. Parce que c'est sur cette base-là, Ousmane l'a dit en période de campagne électorale, c'est sur cette base-là que beaucoup de Sénégalais lui ont fait confiance. Et je dis que Mamour Diallo, moi, je ne l'ai jamais vu de ma vie, mais lui, il a une famille, il a des enfants qui fréquentent des écoles ou des enfants qui fréquentent ailleurs, ou ses épouses, il en a plusieurs, mais il a été diffamé. Partout, on va dire, dès qu'on parle de 94 milliards, on parle de Mamour Diallo, et s'il n'a rien fait, Ousmane Sonko lui aura porté tort.
Et si maintenant Mamoud Diallo a pris notre argent, il doit rembourser. C'est très clair. Voilà. Alors, le vaccin maintenant, cet après-midi, le président de la République va réceptionner 200 000 doses du vaccin chinois. Quelle est la position de Macky 2012? On a vu votre sortie ce matin dans la presse. C'est ça. Vous savez, il faut être réaliste. Il n'y a pas 1000 solutions, il y en a une seule. Aujourd'hui, c'est le vaccin. On ne peut pas vivre éternellement avec un masque. On ne peut pas vivre éternellement avec un gel ou la distanciation physique. Il nous faut trouver une solution. Les rois, les présidents de la République, les premiers ministres, tout le monde se vaccine. Au nom de quoi les Sénégalais devraient Votre ami Dambodj a mis sur pied un collectif dit collectif non au vaccin. Je suis sûr et certain que s'il avait la Covid, il irait se vacciner. Et je suis sûr qu'il va se vacciner. Voilà, je pense que ça, c'est des faux débats. C'est des faux débats. Personne n'est plus enclin à la santé à se préoccuper de la santé des Sénégalais que celui à qui les Sénégalais ont confié leur destin, le président Macky Sall. Vous voyez que le président Macky Sall, qui a mis en place, et dans le comité national de gestion des épidémies, d'ailleurs, que Macky 2012 félicite, il y a des compétences avérées, il y a des patriotes. Dambodj, parce qu'il est plus patriote que ces gens-là, qui sont dans le comité, qui sont spécialistes. Lui, il n'a rien à voir avec ça. Alors, qui sont spécialistes, qui sont patriotes. Mais il s'informe. Non, attendez. Vous savez que ces Sénégalais-là, musulmans ou chrétiens, vont prendre un poison et l'inoculer aux Sénégalais. Au nom de quoi? Les vaccins qui vont entrer au Sénégal, on pense qu'on ne va pas les vérifier pour voir qu'est-ce que ça contient. On a des scientifiques ici, même si on ne ferme pas le vaccin. On peut vérifier qu'est-ce qu'il y a sur le vaccin, et quels peuvent être les effets secondaires. Je pense que malheureusement, c'est le type de Sénégalais-là qui émerge, qui raconte des histoires. C'est ça qui a amené Sonko dans des histoires de 94 milliards. Donc les gens cherchent le buzz, les gens cherchent coûte que coûte à être à la une des journaux ou bien des télévisions. Donc ce sont ces déclarations. Les Sénégalais sont conscients, ils vont se vacciner et ça, personne n'y peut. Mais est-ce que c'est pas mal parti cette histoire de vaccin? Au début, on nous avait parlé de dons de 200 000 doses. Aujourd'hui, on nous dit que le Sénégal doit payer plus de 2 milliards. Oui. Moi, j'ai dit que bon, comme ça, pour taquiner un peu les Chinois, quand même, on devait nous offrir ce vaccin-là, puisque ça ne vient pas de nous. Mais bon, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on arrive à acheter le vaccin? Bon, personne ne le souhaite, mais je pense que le président de la République avait proposé à ce que dans l'Union africaine, qu'on développe une synergie qui nous permette d'acquérir un vaccin pour les Africains. Voilà, c'est ça. Je pense que l'initiative COVAX, c'est une excellente chose. Peut-être que c'est le début, mais après qu'on aura des vaccins gratuitement. Voilà, merci beaucoup. Mohamed Moustapha Diagne, porte-parole du ministère de l'Éducation nationale. Vous êtes aussi le directeur de la formation et de la communication de ce ministère. Sur le plan politique, vous êtes le coordonnateur de Macky 2012 et président de Synergie républicaine. Merci. Alors, nous allons revenir dans une trentaine de minutes pour la partie Wolof. Merci beaucoup. Allez bien, c'est moi. C'est parti pour ce numéro de Cercle des Arts, ce rendez-vous artistique et culturel. Je me suis mis à écrire à très bas âge, depuis l'école primaire. Et comme on le dit souvent, l'écriture ce n'est pas quelque chose dans laquelle on s'engage du jour au lendemain.